c'est le moment d'écouter Champ d'action. Épisode 6. Pour un commerce au service de la justice climatique. Je m'appelle Patrick, j'ai 45 ans, je travaille pour Oxfam Magasin du Monde, et voilà à quoi ressemblent mes débuts de journée en ce moment. La Wallonie touchée par de graves inondations pour la deuxième fois en moins de 10 jours. Pauline, ton micro est coupé. Mais aujourd'hui, c'est légèrement différent. Armé de mon kawaii et drapeau de militant, je me rends à une mobilisation à Bruxelles. Back to the climate, on est de retour! Plus déterminé que jamais. Nous l'avions promis dès le 2 décembre 2018, nous ne lâcherons pas! Comme le résume ce responsable d'ONG, nous sommes de retour dans les rues de Bruxelles pour une grande manifestation climat. Mon collègue de SOS Fin, Pierre, a fait quelques micro-trottoirs. Comment tu peux agir concrètement pour la justice climatique ? Il faut simplement arrêter le côté ultra-productiviste, ultra-consommateur en repensant une agroécologie, en repensant des circuits courts, des circuits locaux. En tant qu'agriculteur, qu'est-ce que vous croyez qu'on peut faire concrètement pour agir en faveur de plus de justice climatique ? Je pense que si on maintient les fermes familiales et des fermes qui ne sont pas trop intensives, on a besoin de nous pour faire changer les choses au niveau du climat. Parmi ces extraits, certains me frappent car ils parlent d'un sujet assez peu mentionné quand on évoque les questions climatiques, le commerce. On peut encore importer de la viande du Brésil, par exemple ? Pas du tout. Ça, c'est une terrible bêtise. Comme aussi avoir dans ce pays, pour l'économie, plus de cochons que d'humains qui doivent tous être nourris avec la forêt vierge qui est vraiment démolie. Il faut arrêter d'acheter du soja au Brésil parce qu'on achète du soja pour nourrir nos animaux, notre bétail. Donc il faut arrêter le soja, il faut arrêter la viande si on veut lutter contre la déforestation. C'est vrai qu'en matière de climat, le commerce c'est un peu l'éléphant dans la pièce, comme disent les anglo-saxons. Un problème auquel tout le monde pense mais que personne n'ose aborder. Pourquoi c'est tabou ? Quels sont les impacts des accords de libre-échange sur la justice climatique ? Comment les atténuer ? Afin d'éclaircir tout cela, je prends rendez-vous quelques jours plus tard avec Sophie Wittgens. Hey, salut Patrick, tu vas bien ? Chargée de recherche au CNCD et spécialiste des questions commerciales. Après avoir un peu lu sur ce sujet, ce qui m'a assez vite frappé, c'est la grande incohérence. Typiquement, un accord commercial conclu par l'Union européenne va souvent annuler, par ses effets, toutes ses ambitions en matière climatique. Je demande à Sophie si elle partage cette analyse. On sent qu'il y a effectivement d'un côté la volonté de l'Union européenne de se positionner sur la scène internationale comme un leader sur le plan environnemental et climatique, et que dans ce cadre-là, effectivement, elle a pris ces dernières années toute une série de politiques. Et puis à côté de ça, effectivement, il y a l'autre Europe, j'ai presque envie de dire, l'Europe économique, l'Europe néolibérale, l'Europe de la Commission, celle qui continue encore et toujours à conclure des accords de libre-échange qui finalement, eux, dans leurs effets, font tout l'inverse de ce que l'Union européenne met dans ses politiques environnementales et climatiques, puisqu'il s'agit avant tout de libéraliser un grand nombre de biens et de services avec des effets directs et indirects sur l'environnement et sur le climat. On sent quand même sur ces dernières années, en tout cas les différents accords de commerce et d'investissement qui ont été soumis à discussion, que les lignes bougent un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de résistance. On le voit sur l'accord UE-Mercosur qui est en train qui a été conclu politiquement, mais qui doit encore être finalisé. On sent ces tensions, mais du point de vue européen, en tout cas, il y a cette volonté d'utiliser ce commerce et cette force de frappe économique comme levier, sauf que derrière cette volonté-là, il n'y a pas véritablement de mise en œuvre des leviers pour faire valoir des normes sociales, environnementales à la hauteur de ces politiques commerciales. Sophie a mentionné l'accord UE-Mercosur. Conclu politiquement en juin 2020, ce traité vise l'augmentation des échanges commerciaux entre l'Union européenne et 4 pays du Mercosur, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. J'interroge Sophie sur cet accord, son approche générale et ses conséquences potentielles.
Alors la philosophie du volet commercial, c'est surtout, encore et toujours, de libéraliser un maximum les biens et les services qui sont importés et exportés depuis l'Union européenne et vers le Mercosur, puisqu'il y a plus de 90%, je pense, des droits de douane qui vont être supprimés. Et donc c'est la volonté de faciliter les exportations du Mercosur vers l'Union européenne et de l'Union européenne vers le Mercosur, dans ce que ces deux acteurs ont d'avantages comparatifs, si on parle en termes purement commerciaux. Donc d'un côté, les avantages comparatifs du Mercosur, ce sont essentiellement des produits primaires et au premier chef des produits agricoles, comme la viande de bœuf, la volaille, l'éthanol, le sucre. Et du côté de l'Union européenne, c'est plus alors là les produits automobiles, chimiques ou pharmaceutiques. Et alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu quels sont les risques que la société civile perçoit vis-à-vis de cet accord en fait C'est tout le volet agricole qui est en lien direct avec le volet, les impacts environnementaux et climatiques. Puisqu'en diminuant les tarifs douaniers ou en augmentant les quotas sur certains produits agricoles, on va favoriser leur exportation. Et ça va avoir pour conséquence que dans les pays du Mercosur, on va vouloir en produire davantage. Et puis alors pour effectivement donner suffisamment de pâturage à ces bœufs qui vont aller paître, il faut avoir des surfaces disponibles. Et donc pour ce faire, on recourt à une pratique qui est la culture du brûlis, qui consiste à brûler un maximum de forêt et aussi pour régénérer la terre et pour pouvoir après soit y planter des cultures, soit y mettre des bœufs en pâturage. Et donc ça contribue aussi évidemment à une augmentation des gaz à effet de serre. Dans son fondement même, le fait de favoriser l'exportation de produits qui vont, dans leur propre mode de production, nécessiter des pratiques qui vont avoir un impact sur l'environnement, c'est évidemment contre-productif par rapport à tous les efforts qu'on demande, notamment aux États européens, de faire dans le cadre de l'accord de Paris. Donc là, il y a évidemment un gros deux poids, deux mesures. Mais n'y a-t-il pas un moyen, un lieu pour améliorer cette cohérence entre commerce et climat ? Je profite de ma présence au CNCD pour aller voir une collègue de Sophie. Donc, je m'appelle Rebecca Thyssen, je suis chargée de recherche en justice climatique et développement durable au CNCD 11-11-11. Elle est impliquée dans les fameuses COP, vous savez, ces grandes messes de négociations internationales sur le climat. La dernière a eu lieu en décembre 2021 à Glasgow. Je lui demande quelle place occupent les questions commerciales dans ce type de négociations. En fait, assez paradoxalement, elles sont très peu présentes de manière technique. Donc, au sein des négociations même, ce dont on discute vraiment, c'est les objectifs communs, mais pas les manières de les atteindre. La question du commerce à proprement dit ne s'invite pas dans les négociations techniques. En revanche, c'est clair que ça devient un peu artificiel de dissocier les deux, vu qu'elles sont intrinsèquement liées aux questions des émissions et la responsabilité des différents États. Elle s'invite un petit peu dans ces discussions de l'article 6, au sein de certains marchés carbone qui sont prévus, notamment aussi les questions du lien avec l'aviation sont un peu comprises là-dedans, mais c'est clairement une exception. Globalement, on ne parle pas de la manière dont on va atteindre les différents objectifs prévus par l'accord de Paris, et donc on n'aborde pas les différents secteurs. C'est pareil pour l'agriculture aussi, notamment. Les pays développés, tu l'as mentionné un petit peu, ont une responsabilité historique là, depuis la révolution industrielle sur les questions climatiques. Ce qu'on appelle plus globalement, si je ne me trompe pas, la question des responsabilités différenciées. Ce qu'on connaît moins peut-être, c'est leur responsabilité actuelle, ce qu'on appelle les émissions importées, c'est-à-dire liées à la production d'un produit dans le pays exportateur. Est-ce qu'il y a des possibilités au niveau de la diplomatie climat de changement dans la comptabilité des émissions pour mieux prendre en compte cet effet-là? On sent très peu d'appétit politique pour intégrer cette question-là. Alors, il y a des arguments comme quoi ce serait très difficile à comptabiliser, d'autres comme quoi c'est pas très clair. Est-ce qu'il faut compter aussi la manière dont le produit, au-delà d'être importé, est produit sur place? Une manière de contourner un peu le problème qui est de plus en plus mise en œuvre, c'est la question de l'empreinte carbone. Donc ça ne se focalise pas uniquement sur les émissions importées, mais ça permet de moins de les inclure. Et donc quand on se concentre sur les pays développés, comme par exemple la France ou la Belgique, on voit très clairement que les émissions territoriales sont, en Belgique, elles stagnent, en France, elles diminuent, mais que l'empreinte carbone ou les émissions importées sont en augmentation constante. Et donc, quitte à ne pas avoir, en tout cas, de moyens d'universaliser cette nouvelle mesure, c'est en tout cas un outil très intéressant en termes de plaidoyer politique pour dire que les annonces différentes en disant que l'ambition est la priorité numéro 1 d'un gouvernement ne sont pas tout à fait exactes, vu qu'au final, on n'arrive pas à diminuer notre empreinte carbone et nos émissions importées. La Commission a sorti son nouveau paquet climat.
une composante du paquet climat qui est finalement une des innovations, on pourrait dire, du paquet, c'est le fameux mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Quel est ton avis en fait sur ce mécanisme ? Donc en fait, la proposition, c'est qu'une tarification carbone soit appliquée aux différentes importations européennes des entreprises dans différents secteurs polluants tels que le ciment, l'aluminium et l'acier. Et donc en fait, ce tarif veut refléter l'empreinte carbone des produits importés et donc ne s'appliquerait pas dans le cas où les pays auraient les mêmes standards climatiques que l'Union européenne. Donc ça vise vraiment une certaine catégorie de pays qui, eux, n'auraient pas les mêmes normes. Nous, peut-être en tant que CNCD, on attendait plusieurs choses de la Commission européenne pour assurer que ce principe soit juste au sens de la justice climatique et qu'elle n'affecte pas de manière disproportionnée les pays les plus vulnérables. Peut-être, juste pour citer une de nos attentes, c'était qu'il y ait par exemple une exemption envers les pays les moins avancés, donc les pays qui sont les plus vulnérables et qui ont le moins de marge budgétaire pour faire face à la crise climatique, sachant qu'il y a une obligation aussi des pays les plus avancés à aider ces pays-là à avoir des normes environnementales plus strictes et à mettre en place des systèmes climatiques plus robustes. Mais cette exemption envers les pays les moins avancés, est-ce qu'elle est suffisante ? Je lui demande s'il n'y a pas un autre moyen d'atténuer la forme de protectionnisme que constituent ces taxes aux frontières. On plaide vraiment pour que l'Union européenne respecte d'une part ses engagements internationaux en termes de financement climat international, le principe de responsabilité différenciée et donc reverse une partie de ces financements aux pays les moins avancés pour effectivement leur permettre eux-mêmes d'avoir des normes environnementales plus strictes. En fait, on voit cette taxe comme quelque chose de biodégradable, quelque chose qui n'est pas voué à être pérenne. Et donc, l'idéal, ce serait qu'au final, tout le monde ait le même niveau de rigueur par rapport aux normes environnementales et qu'ainsi, en fait, on pourrait juste supprimer cette taxe à terme. L'une des principales conclusions que je retiens de ces entretiens est qu'il est essentiel d'inclure plus de cohérence et de justice climatique dans nos accords commerciaux. Autrement dit, les échanges commerciaux doivent mieux tenir compte des pays et communautés du Sud, les plus impactés par les dérèglements climatiques, alors qu'ils en sont historiquement les moins responsables. Je m'appelle Patrick, j'ai 45 ans, et mes débuts de journée ressemblent toujours à cela. Allez, Benjamin, tu finis, après tu le donnes à Marc. Et puis la Grèce est confrontée en ce moment à une canicule. De nouveau armé de mon kawaii et drapeau de militant, je me rends à une nouvelle manifestation à Bruxelles. Le combat continue car il y a urgence. Toutes les forces sont et seront nécessaires pour limiter les impacts de la crise climatique. Chaque dixième de degré compte. Vous aussi, rejoignez le mouvement pour plus de justice climatique. Ce podcast vous a été proposé par SOS Fin avec la collaboration de Oxfam Magasin du Monde et du Xara ASBL. Retrouvez les podcasts de SOS Fin sur www.sosfin.be.